Un. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire du Point. Bienvenue, chères lectrices et chers lecteurs du Point. Je suis absolument enchantée d'accueillir aujourd'hui Michel Barzoar. Michel Barzoar, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous depuis Israël. Ce webinaire est consacré aux services secrets israéliens. Il faut savoir que les services secrets et l'espionnage font partie des sujets qui passionnent le plus nos lecteurs. Mais alors, ils en ont une passion ardente. Alors, je vais vous présenter en 2 mots. Vous avez été le conseiller du général Moshe Dayan, ministre de la Défense de l'État d'Israël. Vous avez été élu 2 fois député du Parti travailliste à la Knesset. Vous êtes un spécialiste des services secrets israéliens. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le Mossad, notamment Les Amazones du Mossad aux éditions Saint-Simon en 2022, ainsi qu'une biographie d'Isser Harel, le fondateur du renseignement extérieur israélien, mais vous êtes aussi le biographe officiel de Ben Gurion. Donc, nous allons évoquer avec vous l'histoire du Mossad, sa création, ses grandes opérations, son fonctionnement, sa place dans l'État hébreu et aussi au sein des services de renseignement mondiaux. Et puis, bien sûr, nous allons aborder la tragique actualité du 7 octobre et nous allons essayer de comprendre avec vous ce qui s'est passé ce jour-là au sein des services secrets israéliens. Et pour vous interviewer, à mes côtés, Romain Gubert, grand reporter au Point, grand spécialiste des services secrets, à tel point qu'on se demande s'il n'est pas un espion lui-même. Cher Romain, c'est à toi la parole. Je te laisse la parole. Je rappelle qu'évidemment, tous nos lecteurs et nos lectrices sont invités à poser leurs questions. N'hésitez pas, et je sais qu'elles vont être nombreuses. Et je me ferai une joie de les transmettre à notre invité. Merci encore d'être avec nous ce soir. Et Romain, je te laisse la parole. Merci Valérie, merci à vous Michel d'accepter cette invitation. C'est important pour nous, le Mossad, en dehors de son histoire, et on va y revenir, c'est un service secret mythique. On se souvient de l'enlèvement d'Adolf Eichmann en Argentine, on se souvient de la réponse qui a été donnée après les attentats de 1973 pendant les JO de Munich, on se souvient de tas d'histoires et on va en parler, mais peut-être la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Pourquoi finalement, c'est la faillite du renseignement israélien. Alors, juste un mot, les services de renseignement israéliens, c'est le Mossad pour toute la partie extérieure, la diplomatie parallèle, les actions à l'extérieur des frontières d'Israël. C'est le Shin Bet pour ce qui se passe à l'intérieur, le contre-espionnage, mais c'est aussi ce qui se passe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et puis, Amman, le service de renseignement de l'armée, qui est très important aussi. Toute cette communauté finalement d'intelligence travaille en bonne entente avec parfois des rivalités, ça c'est inévitable, mais qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Pourquoi personne n'a rien vu? Le 7 octobre, ce qui s'est passé, ça veut dire, disons, la surprise totale venait de quelques sources. La première, Israël vivait sous une conception qui disait le Hamas ne va pas nous attaquer, le Hamas est très content, il a été, suffisamment satisfait du fait que 18 000 ouvriers de Gaza travaillent. Dernièrement, ils ont reçu encore 2 000, ça veut dire 20 000 Palestiniens de Gaza qui travaillent en Israël. Le Hamas veut la paix comme tout le monde. Et cette conception a fait que toutes les informations qui sont arrivées et qui disaient une chose différente ont été tout de suite jetées à la poubelle. Non, c'est pas sérieux. Il y avait les filles qui regardaient leur écran dans cette
si vous voulez, le système de regarder la bande de Gaza, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que quelqu'un s'approche de la cloison? Est-ce qu'il y a un danger? Les filles qui disaient, mais nous voyons qu'il se prépare à quelque chose. Jeté à la poubelle. Il y avait des gens il y avait un général qui a présenté dans le commandement de sud de Negev un plan, un rapport de 23 pages qui disait exactement ce que le Hamas va faire. On l'a jeté à la poubelle. C'est pas sérieux, ils sont pas sérieux, ils sont des macros, ils savent pas rien. Ils savent rien. Et comme ça, la conception a été une des bases. La deuxième base, c'est l'arrogance des Israéliens, l'arrogance, ce sentiment que nous sommes meilleurs que tout le monde. Eux, ils sont incapables de faire quelque chose, surtout de planifier quelque chose en secret, et même s'ils nous présentent des plans, comme le plan d'attaque du 7 octobre, c'est pas sérieux, ils sont incapables de le faire. Et le troisième, c'est ce qui est très important, je pense. Vous savez, dans ce monde de multiculture dans lequel nous vivons aujourd'hui, finalement, le principe de base ou l'axiome de base est que finalement, après tout, nous sommes tous les mêmes. Les gens veulent la même chose. Ils veulent avoir une vie agréable, ils veulent avoir une bonne maison, une bonne école pour les enfants, un bon docteur. S'il y a besoin, il y a une belle voiture. Mais non, ils ne sont pas les mêmes. Et nous n'avons pas les mêmes rêves. Il y a des gens qui viennent des origines différentes, de religions différentes, de cultures différentes. Et pas tous, ils ne sont pas tous les mêmes. Et nous, oui, mais ça, Michel, sur l'histoire d'Israël, c'est évidemment qu'il y avait des logiques qui étaient différentes. Et la grande force des services de renseignement israéliens, c'était d'avoir des sources au plus haut niveau, soit dans des États comme en Syrie, soit en Égypte, soit dans la société, et donc de sentir. Et là, on a le sentiment que finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on a fait trop confiance, est-ce que c'est pas parce qu'Israël a fait trop confiance à la technologie par rapport au renseignement humain? Est-ce qu'il y avait des espions du Shin Bet, enfin des espions d'Israël qui avaient accès au plus haut niveau de l'état-major du Hamas et qui auraient pu prévenir? Et ça, c'est aussi une chose très importante, qui était surtout, disons, dirigée par Amman, par le service des renseignements de l'armée, qui a tout à fait, disons, annihilé tout ce qui avait à voir avec ce qu'on appelle human intelligence, ça veut dire le renseignement humain. Pas d'espions, on n'a pas besoin de cela. Nous avons des services technologiques tellement développés, tellement sophistiqués, on n'a pas besoin de gens sur le terrain. Et le Shabak, le service de sécurité intérieure, avait encore quelques espions, mais pas tous. C'était un problème. Et un des anciens du Shabak qui nous dit, vous savez, il n'y avait personne qui aurait pu prendre le téléphone et nous dire, vous savez, mon cousin ou mon beau-frère ont vu quelque chose ou savent quelque chose. Le point humain où on touche en fait aux événements n'existait pas. Et voilà que la technologie ne nous a rien montré. Et comme il y avait à côté de cela la conception qu'ils ne vont pas attaquer, alors, et puis on se disait, voilà, la cloison que nous avons, c'est impénétrable, c'est impossible de le faire. Ils l'ont détruit en 10 minutes. L'arrogance dont vous parlez, vous pointez du doigt l'état-major des services de renseignement israéliens ou bien les politiques qui n'ont pas relayé ou qui n'ont pas pris en compte les alertes qui avaient été faites? Comment... Mais les politiques ont reçu les informations de l'état-major de l'armée. Et ce n'est pas seulement ces dernières années, ça continue depuis, je pense, 2005 ou 2008. Je pense que depuis le temps de Sharon, qui était Premier ministre en 2003, ils ont commencé avec ces idées. Écoutez, un de mes amis qui est un grand héros d'Israël, Avigdor Kahalani, a dit « Il est temps que nous commençons à parler aux Arabes en arabe et pas en yiddish. »
qui est, vous savez, la langue des Juifs de Pologne. On ne comprend pas notre partenaire ou notre rival, si vous voulez, ou notre ennemi. On doit penser un peu aussi à ce que le Hamas, les gens du Hamas veulent faire. Et le Hamas l'a annoncé tout le temps, depuis le début. Leur but est de détruire l'État d'Israël. Ce n'est pas d'avoir une belle voiture et une belle vie, c'est de détruire l'État d'Israël, de tuer tous les Juifs et de créer un califat islamique. Ça, c'était le but. Et du moment que tout le monde vous dit dans le service de renseignement et dans la vie politique, oh, ça, c'est pas sérieux, c'est pas cela qu'ils veulent. Nous leur donnons encore 2000 ouvriers qui vont travailler, palestiniens, en Israël. Et à partir de ce moment, vous ne voyez pas la réalité. Est-ce que les attaques du 7 octobre ont provoqué un séisme politique en Israël? Est-ce que dans la société israélienne, on remet en cause les services qui sont à la base de la création de l'État d'Israël? Les services ont joué toujours un rôle très important. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël a été attaqué dès le début, que beaucoup des leaders politiques depuis 1948 sont issus des services. Ils n'ont pas du tout le même cloisonnement qu'en France ou aux États-Unis, où la CIA ou la DGSE sont au service du politique et agissent de façon clandestine. Les services de renseignement, et on le voit dans les séries, dans les films, c'est une fierté pour les Israéliens d'avoir ce service qui a montré qu'il était extrêmement performant, qui a montré ses exploits. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de sa place, de son organisation par la société israélienne qui est bouleversée évidemment depuis le 7 octobre et où il y a un séisme politique depuis le 7 octobre? Il y a un séisme politique, certainement. Vous avez des mouvements politiques dans le public qui accusent surtout aujourd'hui le gouvernement et pas les services secrets. Ça, c'est eux qui sont les plus critiqués. Je pense que c'est une erreur d'ailleurs. À mon avis, c'est les services, c'est l'armée, c'est la MAN et le Shabak surtout parce que le Mossad ne s'occupe pas des questions du Hamas. Mais eux, en effet, devaient donner aux leaders politiques tous les rapports sur la sécurité d'Israël. Maintenant, pourquoi vous avez parlé de ce respect qu'on a pour les services secrets? Vous regardez la carte, vous voyez Israël qui est tout petit, qui est tout entouré, et nous sommes dit que si nous ne savons pas à l'avance que nous serons attaqués, nous allons perdre la guerre, tout simplement. Et perdre la guerre, c'est mourir pour tout le monde. Alors, le service secret est fait comme ça qu'il puisse nous donner, disons, un avertissement 48 heures avant que ça se passe. Il nous disait tout le temps, ne vous en faites pas, 48 heures avant une attaque, nous allons vous avertir. Et 2 fois, le contraire est arrivé. La première, c'était en 1973, la guerre de Kippour. Parce que, alors, le service nous dit la même chose. C'est tout à fait la même chose. La conception qui était erronée, l'arrogance, la misinterprétation de vos rivaux. Et la même chose. Et ça c'est arrivé en 1973. Nous avons été attaqués sans nous préparer. Et aujourd'hui, le 7 octobre, même pire. Même pire parce que, vous savez, pendant les dernières années, on a dénudé toute cette région que j'appelle l'enveloppe de Gaza. Toute cette région, elle a été dénudée de soldats. On a pris plus d'unités, on les a envoyés ailleurs, en Cisjordanie par exemple. Très peu de soldats, très peu de tanks, et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous allons sonner l'arrêt. Même si une moustique se pose sur la cloison, nous le saurons et il y aura tout de suite l'alerte et ça va marcher. Rien. Et ça, c'était le problème. Mais comme vous êtes tellement sûr, nous avons gagné la guerre de Suez, la guerre de 6 jours, finalement la guerre du Kippour, finalement la guerre avec le Liban. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Nous sommes les meilleurs. Cette arrogance est très, très dangereuse. Michel, j'ai une question à vous poser. Est-ce que
la société civile israélienne, bon, Israël est un pays démocratique, c'est un des rares pays démocratiques de la région. La société civile, mais même les services secrets, même à l'intérieur, j'imagine, de l'armée et des services, ce sont des individus qui sont habitués à l'esprit critique. Comment se fait-il, ou alors est-ce que ça a existé mais que ça n'a pas été su, comment se fait-il qu'au sein des services secrets, cette arrogance, cette désinvolture, cette négligence n'ait pas à un moment donné été critiquée sérieusement en interne? C'est-à-dire pourquoi il n'y a pas eu au sein même des services des discussions, des critiques, une contestation de cette politique de négligence et d'avoir finalement rendu très vulnérable toute la partie d'Israël autour de Gaza. Écoutez, franchement, tout de suite après la guerre du Kippour, on a créé dans le service secret une unité qui devait exactement faire ce que vous demandez. Ça veut dire critiquer, poser des questions, penser d'une façon, disons, tout à fait indépendante et pouvoir vraiment nous avertir qu'on va peut-être dans une mauvaise direction. Et cette unité a commencé à travailler et puis peu à peu, les officiers, les gens qui étaient dedans ont été renvoyés et finalement, aujourd'hui, je pense qu'il reste un seul officier dans cette unité. Ça veut dire que le sentiment, et ça c'est très mauvais, le sentiment de supériorité et d'arrogance était si fort que tout cela, toutes ces choses étaient mises à côté. Et vous savez, il y a même un ministre du gouvernement qui était Lieberman, qui était le ministre de la Défense d'Israël il y a quelques années. Et lui, il présente au gouvernement un rapport qui dit « Vous vous trompez, le Hamas peut nous attaquer, voilà ce qu'il veut faire ». Un rapport signé par le ministre de la Défense. Où est ce rapport? Parti. On l'a écouté, et voilà, ça c'était la fin. Et je pense que ça, c'est le danger, même pas seulement chez nous, mais chez nous, c'est un danger de vie et de mort. Mais partout, quand il y a une arrogance, un sentiment que vous comprenez tout mieux que les autres, alors voilà où on arrive. Est-ce que le grand déballage, alors c'est compliqué à faire là aujourd'hui, c'est-à-dire que la guerre continue, elle est particulièrement violente du côté palestinien et du côté israélien, où il y a tous les jours des jeunes soldats de Tsahal qui meurent. Donc c'est sans doute pas le moment pour la société israélienne de faire un grand débrief, de faire des procès peut-être, parce qu'il y a des familles d'otages ou de victimes du 7 octobre qui vont se retourner contre l'État d'Israël en disant vous avez fait une erreur, vous avez fait une faillite. Comment ça va se dérouler ça? C'est le Parlement qui peut faire une mission d'enquête? C'est la justice? Comment ce grand débrief post-guerre se fera après la guerre? Ce sera une commission judiciaire indépendante, comme après la guerre de Kippour. Après la guerre de Kippour, on a renvoyé le commandant, le chef de l'armée. Après la guerre du Liban, on a renvoyé le ministre de la Défense et le commandant chef de l'armée qui devait partir de toute façon. Et maintenant, on ne veut pas une commission parlementaire, elle sera politique. On ne veut pas une commission à l'intérieur de l'armée, ça sera militaire bien sûr. On ne veut pas une commission du gouvernement, parce que ça sera dirigé par le Premier ministre. Nous voulons, et c'est cela qui est le consensus en Israël, et qui est accepté même par le gouvernement, même par Netanyahou, une commission judiciaire indépendante, et je pense qu'il y aura beaucoup de têtes qui vont voler, parce que nous avons le commandant en chef de l'armée, pas seulement les renseignements, mais l'armée, le premier jour, le 7 octobre, vous le savez, je suis sûr, l'armée n'a pas réagi. Ça n'a plus eu le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Imaginez-vous tous ces gens dans les kibbutzim, dans les villages, dans les villes, qui sont enfermés dans leur chambre de sécurité et qui pleurent, qui cherchent dehors. C'est les terroristes du Hamas. Et ils téléphonent à la police, à l'armée. Personne ne leur répond. Ils téléphonent vous savez, aux commentateurs de télévision. Ils pleurent dans le téléphone. Ils disent, mais faites quelque chose. Dites à l'armée de venir. Où est l'armée? Et c'est seulement après des heures et des heures
si vous savez, des massacres, des viols et tout cela, que l'armée commence à arriver. Le premier jour, c'était une catastrophe. Alors, qui est responsable? Bien sûr, le commandant en chef. Maintenant, il se montre comme un très bon commandant en chef pendant cette guerre. Mais il le sait très bien qu'à la fin de la guerre, lui et le chef des renseignements, qui a fait une grande erreur, qui avait dit que dans les 5 prochaines années, il n'y a rien à craindre, ils seront, eux, et disons, leur état-major et les politiciens seront tous à l'examen. Netanyahou, il l'a dit lui-même à la télévision, il a dit, après la guerre, tout le monde devra répondre à des questions très dures, et moi aussi. Moi aussi. Michel Barzoir, il y a une question d'un lecteur qui nous dit la simple extraction de milliers de tonnes de terre pour construire les tunnels est-elle passée inaperçue par le Mossad? Le Mossad savait qu'il y a des tunnels. Il a même, la première fois qu'on les a découverts, en fait, c'était en 2014, quand on a trouvé que 34 tunnels avaient été creusés sous la cloison et qui arrivaient jusqu'au kibbutz israélien. Et tout à fait par hasard, à la fin d'une opération militaire en Israël, on a vu que d'un trou dans la terre, près d'un kibbutz Soufa, un groupe de terroristes sort et qui attaque le kibbutz. Et alors on a commencé à chercher, on a trouvé 34 tunnels. Après, en 2018, encore, on a détruit des tunnels et on savait qu'il y en a, mais on n'avait aucune idée de l'envergure. On disait, peut-être ils ont 200 km, 300 km. Aujourd'hui, on parle de 1000 km de tunnels. Et puis, ces tunnels a une profondeur incroyable, qui est même sous la profondeur de l'eau du dessous, qui est là. Et on a trouvé des tunnels avec des chambres, avec des bureaux, avec des appartements, avec vous savez, des centres de commandement militaire, et on les trouve toujours. On dit que tout ce que nous avons trouvé et détruit, ce n'est que 20% des tunnels qui existent. Parce que vous avez les tunnels opérationnels qui sont, disons, à une profondeur de 20 mètres et qui arrivent un peu partout. Même, vous pouvez comme ça mouvoir des soldats d'un coin de la bande de Gaza à l'autre. Puis vous avez les tunnels sérieux qui sont sous les hôpitaux, surtout des hôpitaux, des écoles, des infirmeries et bien sûr les maisons, les appartements des chefs à Gaza. Il y a un tunnel énorme qui commence sur la place de Palestine, sous la place de Palestine, et qui est lié aux maisons et aux bureaux de Mohammed Def, qui était le chef des terroristes, de Sinwar, qui est aujourd'hui le chef du Hamas, de Marwan Issa, qui est le chef d'état-major, et de là, ils peuvent aller n'importe où. Ils ont aussi des postes de commandement sous terre. Alors, même aujourd'hui, les soldats et les officiers que j'en compte, qui rentrent de la bande de Gaza, ils disent, nous ne savions pas, nous n'avions aucune idée que c'est si développé. On pensait, on disait, Est-ce que c'est une défaillance pour vous de ne pas avoir su à ce point l'existence, et en tout cas la complexité de ce réseau de tunnels? C'est une défaillance aussi du renseignement? Je vous ai parlé avant à l'arrogance. On savait par exemple qu'il y a un tunnel énorme où vous pouvez partir en voiture. Vous savez, même 2 voitures peuvent se croiser. On le savait. Et on disait, mais c'est pas sérieux. Ils ne peuvent rien faire avec cela. Ça veut dire, même quand vous saviez quelque chose, qui était bien sûr partiel, mais quand même, on ne le prenait pas au sérieux. Ça, c'était le point. Vous savez, imaginez-vous que ces filles, ces amants qui regardent leur écran et qui disent à leur commandant, nous voyons des choses qui se passent, il y aura une guerre. Et il vous dit, non, c'est des bêtises. Et ils vous disent, mais nous sommes les yeux de la nation. Vous nous avez dit que nous sommes les yeux de la nation. Il dit, oui, vous êtes les yeux, mais nous sommes les cerveaux.
Michel, aujourd'hui, le Mossad négocie avec le Qatar et le Hamas, sous l'égide des États-Unis, la libération des derniers otages et la mise en place d'une trêve. Ça veut dire que pour parler de l'après, même si on ne sait pas du tout quel est le calendrier et comment ça va pouvoir, ça va être la diplomatie parallèle organisée par le Mossad qui va essayer d'organiser une paix, une coexistence. Je ne sais pas comment on peut, de toute façon, on n'a pas de visibilité, mais pour l'après-guerre, c'est sur le Mossad que ça va reporter et s'appuyer. Je pense par exemple aux relations entre l'Arabie Saoudite et Israël juste avant le 7 octobre, qui avait été finalisé par des diplomates, mais ça avait été préparé déjà depuis de nombreuses années par le Mossad, qui a un rôle dans cette diplomatie parallèle, qui discute avec des ennemis d'Israël et qui trouve des solutions. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que le Mossad, qui discute sur les otages, peut être la porte de discussion pour l'après-conflit? Écoutez, le Mossad a aussi, comme vous avez dit, pas seulement avec l'Arabie Saoudite, mais aussi tous les Émirats du Golfe, toute cette paix qui a été signée avec le Dubaï, avec les Émirats, avec Bahreïn, avec le Maroc et tous les autres. Ça, c'est le Mossad qui vous a fait. Dans le Mossad, vous avez un département qui s'occupe seulement des affaires internationales, très discrètes, très secrètes. Alors, ce que nous allons faire après la guerre, bien sûr, comme maintenant le Mossad s'occupe des otages, vous savez que le chef du Mossad, Dadi Berner, est tout le temps en train de discuter avec les leaders du Qatar et aussi des États-Unis. Après la guerre, on devra trouver le moyen d'organiser une force interarabe. Ça veut dire les Émirats du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, tous ces États qui sont en contact avec Israël, et aussi l'autorité palestinienne rénovée, réformée, pas celle-là d'aujourd'hui, mais réformée, et c'est eux qui doivent prendre le pouvoir sur le plan civil à Gaza. Ce n'est pas nous. Nous devons leur fournir cela tout de suite. Israël, et ça c'est unanime, nous ne voulons pas rester là-bas. Sauf disons que les messianistes de l'extrême droite israélienne, tout le public israélien, 80%, veut très bien terminer cette guerre et quitter Gaza. Vous savez, Ben Gurion, le fondateur d'Israël, en 1956, quand il a lancé la guerre du Sinaï de Suez, il dit au gouvernement, le 29 octobre 1956, il a dit, Gaza est là, nous devons la prendre. C'est un but très embarrassant. Et si je croyais à des miracles, j'aurais voulu qu'une vague se lève de la mer et qui enlève toute cette bande de Gaza. Depuis 1956, nous le savions très bien. Et pendant toutes les années, ça a été un problème. Israël ne veut pas rester là. Vous avez évoqué rapidement la question, oui, de la diplomatie parallèle du Mossad, la question des otages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une issue à ce règlement de la question des otages? Comment voyez-vous l'issue? C'est très difficile parce qu'à mon avis, disons, le sauvetage des otages et la guerre qu'Israël mène ne sont pas... Il se trouve dans un état de collision. C'est pas facile parce qu'il y a des choses que la guerre ne peut pas faire. Mais je crois que si nous arrivons, ce sera très intéressant, mais si nous arrivons à une trêve avec le Hamas, avec un échange de prisonniers, on pourra récupérer une partie des otages. Maintenant, on parle de 136 otages, mais à mon avis, il y a moins que 100, beaucoup moins de 100 qui sont encore en vie. Nous, officiellement, nous avons déjà annoncé que 26 ou 30 sont morts. Et je pense qu'il y a plusieurs qui sont disparus. Maintenant, vous savez, Israël, c'est un État, c'est un peuple, le peuple juif en Israël, c'est un peuple très émotionnel. Ce n'est pas un peuple logique, plutôt c'est un peuple émotionnel. Et vous avez, disons, un désir national très fort de sauver ces otages. Par contre, vous savez,
il n'y a pas il y a pas de protestation de la part des mères de ces 500 soldats qui ont été déjà tués. Il n'y a pas une seule mère qui vous dit arrêtez tout cela, arrêtez la guerre. Au contraire, elles vous disent continuez, continuez. Disons, mon fils vous a demandé, il est mort pour que la guerre se termine par une victoire. Par contre, les familles des otages vous disent mettez fin à la guerre s'ils le font, c'est pour sauver les otages. Et Israël se trouve ici, dans un dilemme entre les otages et les otages. Et qu'est-ce qu'on va faire pour gagner cette guerre? Il y a une question un peu précise qui est posée par un de nos lecteurs. Un journaliste palestinien, Mourad Dragama, affirme que le plan initial du Hamas comportait 3 attaques simultanées, le Hamas à Gaza, une autre attaque par la force Radouane du Hezbollah en Haute-Galilée et des milices chiites infiltrées par la Syrie. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'était le calcul du Hamas. C'est vrai que c'est cela qu'ils pensaient. Ils pensaient, et ils ont essayé de le faire, qu'avec l'attaque du 7 octobre, il y a aussi les Palestiniens de la Cisjordanie qui vont se révolter, et aussi le Hezbollah du Liban va aussi entrer en guerre. Bien sûr, dirigé par l'Iran. Mais ce qui s'est passé, et vous savez que quand les terroristes sont partis de Gaza, vous pouviez entendre la radio du Hamas, des chansons, bien sûr, militaires, et puis ils se tournaient vers les habitants de Cisjordanie et disaient prenez vos couteaux et participez à cette opération. Ils ne l'ont pas fait. Et le Hezbollah était même, je pense, un peu fâché parce qu'ils avaient un plan, disons, identique à celui du Hamas. La même façon de pénétrer en Israël par force, du nord, mais avec une force beaucoup plus grande que celle du Hamas, parce qu'ils ont beaucoup plus de soldats, et ils ont aussi beaucoup plus de fusées. Et soudain, ils voient que le Hamas attaque, ils ont dit, comme nous avons entendu, le chef de Hezbollah, Nasrallah, qui fait ses discours, et qui finalement vous dit, nous vous aidons en tirant sur les Israéliens. Nous menons une guerre sur 2 fronts. Vous savez, dans le nord, il y a une guerre avec le Hezbollah, mais jusqu'à ce moment-là, c'est une guerre qui a, disons, des limites. Ça veut dire, ils nous tirent dessus, nous leur tirons dessus, mais on ne va pas plus loin que cela. On ne traverse pas, disons, la ligne rouge qui sépare les attaques et les contre-attaques de la vraie guerre. Mais alors, ce que ce journaliste palestinien a dit, c'est très vrai, c'est cela qu'il voulait faire. Et que le Hamas, soudain, s'est trouvé tout seul. Parce que le Hezbollah a fait ce qu'il a fait. Mais jusqu'à un certain point, et les Palestiniens n'ont pas fait, rien fait. Il s'est trouvé seul. Et le Hamas aussi ne croyait pas qu'Israël va réagir avec une force pareille. Ils ont été surpris par leur propre victoire le premier jour, parce qu'ils ont fait cela d'une facilité incroyable, mais après ils ont été surpris par la riposte israélienne. L'armée d'Israël, je dois dire, qui était très très mauvaise dans le premier jour, qui n'existait pas, dans les premières heures, s'est remis, est revenue à elle-même, et aujourd'hui, elle se bat d'une façon très réussie. Il y a une question justement aussi. Ah, vas-y Romain, vas-y. Non, moi je voulais essayer de lier la crise aujourd'hui née du 7 octobre avec des épisodes antérieurs et une différence entre Israël et le Mossad et les autres services de renseignement. Par exemple, au moment du Bataclan, il se dit que la France a ordonné l'exécution d'un certain nombre de responsables de ces attaques du Bataclan, mais elle ne l'a jamais dit. Chez vous en Israël, c'est assumé, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou et les chefs de l'armée ont dit « nous irons chercher chacun des responsables où qu'ils se trouvent, en Turquie, au Qatar, etc. » Ça, c'est quelque chose qui est assumé depuis le début
de la fondation de l'État d'Israël, mais aussi du Mossad. On se souvient qu'en 1973, chacun des terroristes qui avaient réalisé l'assassinat des athlètes au JO de Munich a été retrouvé, assassiné, enlevé, jugé. Il y a eu plein de scénarios, mais chacun a été retrouvé. Pour le Hamas, les responsables, pour l'attaque du 7 octobre, les responsables du Hamas sont ciblés très précisément. Pourquoi Israël assume ces assassinats ciblés et que des pays comme la France ou même les États-Unis ne disent jamais qu'ils sont allés viser tel ou tel ennemi du pays? Écoutez, premièrement, je pense que ce que Netanyahou et les chefs de l'armée ont dit cette fois, c'était une erreur. Dans le passé, Israël n'admettait jamais que c'est elle qui se trouve derrière les opérations. Mais vous savez, après l'affaire de Munich, vous savez, le chef du Mossad et le conseiller de Golda Meir sur les affaires de terrorisme qui sont venus voir la première ministre Golda Meir et qui lui ont dit « Nous ne pouvons pas trouver tous les membres de Septembre Noir qui a effectué l'opération contre le massacre de Munich. Nous ne pouvons pas les trouver tous. Mais si nous arrivons à écraser la tête du serpent, ça c'est le mot qu'ils ont employé, la tête du serpent, ça veut dire les leaders de Septembre Noir, nous allons mettre fin à cette organisation. Et c'est cela qu'ils ont fait en 72-13, sans l'avouer publiquement, sans le dire comme aujourd'hui Netanyahou et le chef de l'armée qui l'ont dit par erreur. Ils ont tué une douzaine de chefs de Septembre Noir, dont 2 ou 3 à Paris, certains à Chypre, d'autres en Italie, en Grèce. Et au bout de ces opérations, Septembre Noir a cessé d'exister. C'est pour cela qu'on penserait aussi aujourd'hui, maintenant, on ne doit pas le dire officiellement, mais si vous voulez, on le croit que si vous arrivez à éliminer les chefs du Hamas, le Hamas va disons, perdre le pouvoir, perdre la capacité de s'organiser et d'agir. Ça, nous avons vu très bien avec le Septembre Noir et dans l'opération aussi, on n'a pas parlé de cela avec l'Iran, qui est en train d'essayer de créer, de construire une force nucléaire. Et Israël, sans le dire officiellement, a en fait assassiné plusieurs des savants et des officiers qui s'occupaient de cette bombe atomique. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? Et je vais vous répondre, l'Iran a commencé à travailler sur cette force nucléaire, cette bombe atomique, en 1986. Ça fait 38 ans qu'il travaille dessus. Pour Israël, ça a pris, je pense, 8 ans. Pour le projet Manhattan, ça a pris 4 ans. L'Iran travaille depuis 38 ans dessus et ils n'ont pas encore la bombe. Pourquoi? Parce qu'on les a arrêtés par plusieurs moyens d'ailleurs, n'est-ce pas? Le sabotage par des gens du Mossad, les microbes, les bacilles dans les computers, le Stuxnet, etc. Mais aussi les savants qui travaillaient là-dessus, comme le dernier assassinat du docteur Fakhrizadeh, qui était le père de la bombe atomique iranienne et qui a été tué dans un incident en partant pour le week-end à sa maison de campagne, et qui était tué par des moyens technologiques, comme dans la guerre de l'espace. Pas un seul agent, pas un seul tireur, mais tout était technique, des caméras, des satellites, une mitrailleuse qui tirait par des visages robots qu'elle avait là-dessus. Et finalement, et ça arrête ça. Disons, on ne peut pas arrêter le projet iranien, mais on peut toujours le retarder. Ça, c'est le point. J'ai une question d'un de nos lecteurs. Est-ce que vous croyez à la possibilité de la destruction et de la disparition du Hamas?
Écoutez, le Hamas, c'est pas seulement une organisation, c'est aussi une idée. C'est aussi c'est une idée fanatique, comme il y a plusieurs organisations fanatiques qui croient à quelque chose. Alors ça, on ne peut pas détruire. Mais si vous avez la capacité de, de, d'arrêter toute tentative de former une force militaire, si vous écrasez la force militaire du Hamas, ça peut exister. Vous pouvez effacer le Hamas en tant que force militaire, mais ne pas effacer le Hamas en tant qu'idée, qui va renaître un jour, quelque part, sans aucun doute. Parce que les idées, on ne peut pas l'arrêter. À part la police des idées, ça n'existe pas. Romain? Oui, quand on parlait tout à l'heure des assassinats assumés, comme c'est le cas, il y a une part de communication, vous nous avez dit, c'est pour faire peur, mais on a le sentiment, quand on regarde un peu l'histoire du service, qu'il y a une volonté aussi de dire au reste du monde qu'il faut se méfier du Mossad et que des ennemis ne restent jamais impunis. Je pense à l'affaire Eichmann, l'enlèvement de Adolf Eichmann, en Argentine dans une opération assez spectaculaire et qui a été revendiquée et sur lequel l'État d'Israël a beaucoup communiqué. Ce n'est pas le cas de tous les services. Pourquoi le Mossad communique plus facilement? Est-ce que c'est pour faire peur à ses adversaires? Est-ce que c'est une façon de... Et il y a d'autres cas. Hein. L'affaire Eichmann, évidemment, elle est ancienne, mais elle est la plus spectaculaire. Mais vous avez travaillé notamment sur l'exfiltration des Juifs du Soudan et d'Éthiopie avec une opération dont peut-être vous pouvez nous raconter, je ne veux pas dévoiler cette opération, mais avec une des Amazones du Mossad, on a le sentiment que voilà, il y a une volonté aussi de communiquer, de montrer la force d'Israël à travers ses services de renseignement et ses services secrets. Vous savez, on dit parfois que Israël n'a pas été créé, mais il y a eu une fuite. Il est venu dans l'existence à cause des fuites. Il n'y a pas un secret en Israël. Il y a très peu de secrets qui peuvent exister pendant longtemps. Alors, finalement, vous savez, il a passé quelques étapes. Au début, le Mossad était une organisation qui cherchait d'obtenir des renseignements à l'étranger. OK? Après, peu à peu, il a commencé à faire des opérations. L'opération Eichmann a été quand le Mossad n'avait pas même une unité d'élite, un commando qui peut le faire. Il a pris le commando de Shin Bet, du service intérieur. Après, quand il y a le terrorisme qui a commencé à agir, on a créé, le Mossad a reçu une nouvelle mission. Ça veut dire s'occuper aussi des terroristes, tuer ou arrêter les terroristes. Après, il y a l'Iran. Alors, Israël porte maintenant sa plus grande force du Mossad est à l'adresse de l'Iran. Arrêter l'Iran ou retarder l'Iran. Ça veut dire que chaque fois, il y a une autre chose. Maintenant, depuis le début, quand on a créé le Mossad, un jour, le chef du Mossad qui dit à tout le monde, nous sommes un Mossad comme tous les services du monde, mais c'est aussi un Mossad juif. Nous devons nous occuper des Juifs à l'étranger et les aider, ou bien se défendre, ou bien de venir en Israël. Et alors, ce n'est pas ce que vous avez mentionné. Au début, c'était le Maroc. Les Juifs du Maroc, la plupart, sont venus ramener en Israël par le Mossad. Ça, c'est l'opération du Maroc. Tous, ils vont vous raconter. Il y a même un bateau qui s'est perdu, qui a naufragé en pleine mer. Et après, les Juifs d'Éthiopie qui sont venus par le Soudan, et dans le Soudan, il y a cette femme dont vous avez parlé, Yola, qui a créé un village, un genre de club méditerranéen au bord de la mer Rouge pour la plongée, et bien sûr sous des identités étrangères. Et par là, les nuits, quand les gens qui venaient du monde entier pour plonger dans cette mer merveilleuse, dirigée par une fille allemande, etc., avec des gens des GM et tout cela,
pendant la nuit, quand ils dansaient sur les tables du dîner, il y avait des camions qui partaient de la mer, du village à, à la capitale, à Khartoum, qui prenaient des centaines de réfugiés éthiopiens, qui les amenaient au bord de la mer. Un bateau israélien arrivait, et la nuit, par des vedettes, ils passaient sur le bateau et vers Israël. C'est comme ça qu'on a passé par le village, par ce club med de plusieurs Éthiopiens qui sont venus au port Melat de la mer Rouge. Alors, ça, c'est aussi une direction qui est très importante pour les Mossad, jusqu'au moment où il y avait même une chose absurde, où un jour, un des commandos les plus, disons, féroces et les plus, disons, effectifs du Mossad, le chef du Mossad les appelle et leur dit: maintenant, vous allez en Syrie. Et les questions que nous allons faire en Syrie. Et voilà, il y a beaucoup d'hommes juifs, de la communauté juive de Damas, qui sont partis, et les pauvres filles n'ont pas de mari. Alors nous devons sortir ces filles de la Syrie et les ramener en Israël pour qu'elles puissent se marier, avoir une vie comme toutes les autres. Et vous envoyez un commando du Mossad qui se plante à plein de masses, encore sur des identités étrangères, et toute la nuit, il prend 7, 8 jeunes filles, il les amène au bord de la mer, où un bateau les attend, et de là, elles partent pour Israël. Et moi, je raconte cette histoire à une réunion, et 2 femmes se lèvent soudain du public et commencent à crier: mais c'est nous, on nous a amenés comme ça. C'était un secret. On avait plus de 100 filles. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme on dit, le Mossad juif, c'est pas le Mossad, c'est pas le service secret américain qui va le faire. Alors, j'ai une question encore d'un de nos lecteurs. Je reviens alors à la triste réalité. La solution à 2 États, est-ce qu'elle est absolument hors de question, vu la situation, ou au contraire plus que jamais nécessaire? Vous savez, il y a une majorité en Israël, une majorité, pas seulement de gauche, mais de gauche et une partie de la droite, qui dit: on doit divorcer. On doit divorcer des Palestiniens. On ne peut pas rester ensemble. C'est très bien que nous avons vraiment l'histoire, et la Bible et les endroits. C'est vrai, c'est notre patrie, mais on ne peut pas, il y a des millions de Palestiniens, on doit divorcer. Maintenant, comment la formule d'un État, des 2 États peut agir à une condition, que l'État palestinien sera démilitarisé. Nous ne voulons pas qu'il y ait une nouvelle Gaza à 50 km de Tel Aviv. Nous ne voulons pas qu'il y ait à 5 km de Jérusalem ou à Jérusalem-Est des terroristes du Hamas ou n'importe qui. Ça veut dire, si les Israéliens reçoivent l'assurance que cet État palestinien sera démilitarisé, vraiment, alors vous avez une grande majorité qui va vous dire: nous sommes d'accord. La droite, surtout l'extrême droite, bien sûr, ne le veut pas. Et Netanyahou, aujourd'hui, se trouve dans une position qu'il ne peut pas se permettre à accepter, même verbalement, aucune solution qui même ressemble aux 2 États, parce qu'il va perdre tout de suite l'extrême droite et il perd son pouvoir, son gouvernement. Il y a 64 sur les 120 membres de la Knesset, il ne peut pas le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il se trouve que Netanyahou est l'homme le plus modéré de cette coalition qui existe là-bas. Et finalement, je crois que si l'autorité palestinienne est réformée, s'ils ne vont plus payer des salaires aux familles des terroristes, s'ils ne vont plus appeler des rues, nommer des rues à Gaza, à Ramallah ou à Jérusalem, avec les noms des terroristes, s'ils ne vont plus enseigner aux enfants à l'école
qu'ils doivent tuer des Juifs, alors je pense que cette nouvelle autorité palestinienne qui pourra faire la paix avec Israël. Mais justement, nous avons offert cela à plusieurs reprises. Vous savez que après Oslo, qui a été un peu, je pense, un peu hâtif dans ses conclusions, mais après Oslo quand même, il y a eu Shimon Peres qui a proposé aux Palestiniens les deux États. Il y a eu Barak qui était avec Arafat en Amérique et avec l'aide de Clinton, il a offert à Arafat 95% du territoire de la Cisjordanie. Et Arafat a dit non. Il y a aussi le Premier ministre Olmert qui a offert à Abbas la même chose. Et Abbas lui a promis une réponse dans les 24 heures. On n'a toujours pas reçu. Ça veut dire qu'il y a eu des cas où cette solution, qui paraît finalement la seule solution possible, il y a eu des moments où cela paraissait possible. Mais jusqu'à présent, il y a eu des hésitations ou des refus. Et pas seulement de notre côté, aussi de l'autre côté. Moi, je crois que finalement, si on trouve que la solution de deux États ne nous plaît pas, Israël doit annexer les seuls petits bouts de territoire auxquels il va tenir dans une solution définitive, annexer ces petits bouts de territoire et laisser tout le reste aux Palestiniens qu'ils fassent avec cela ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire un État, s'ils veulent faire une confédération avec la Cisjordanie, avec la Jordanie, s'ils veulent faire une confédération Jordanie, Israël, tout cela est possible, à une condition que cet État, ou ce groupe, ou cette partie sera démilitarisé. Ça, c'est notre point. Ce qui compte pour les Israéliens, surtout, c'est la sécurité. J'ai envie de vous poser une question sur la façon dont aujourd'hui Israël est violemment attaqué, y compris en Occident. J'allais dire surtout en Occident parce que de la part des pays arabes, il y avait une tradition et c'est dans un contexte régional. Et avec aussi dans les pays arabes une montée de la question islamiste, de beaucoup de choses qui sont aussi aujourd'hui bien pires qu'avant. Mais j'imagine aussi que ça a dû être un choc de voir à quel point dans les opinions et même dans les médias occidentaux, on avait une facilité à retourner l'accusation, notamment de génocide contre Israël envers Gaza, ce qui évidemment est profondément non pertinent et injuste et à divers titres excessivement choquant. Mais il n'empêche que ça prend, comme on dit, dans l'opinion, beaucoup plus qu'avant. On a vu les universités aussi américaines, on a vu beaucoup de choses qui nous ont un peu glacés. Comment Israël et comment même les services secrets, comment l'opinion publique en Israël vit ce retournement de l'opinion, en tout cas ce retournement d'Israël comme État génocidaire, puisque c'est même jusqu'à là qu'a voulu aller la Cour internationale de justice avec une accusation portée par l'Afrique du Sud. Comment vivez-vous ce moment? Écoutez, disons que la réaction en Israël est très amère là-dessus. Israël voit cela comme un antisémitisme, disons, voilé, qui dit nous sommes contre Israël, mais pas contre les Juifs, des choses comme ça. En ce qui concerne les Américains, surtout en Amérique, mais aussi beaucoup en Europe, en Angleterre et d'autres pays, il y a une ignorance totale de quoi il s'agit. Il y a surtout ces jeunes qui n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire la Palestine, où est la Palestine, qu'est-ce que nous voulons. Vous savez le slogan que tous les étudiants américains qui dit de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Quelle rivière?
Ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas que c'est le Jourdain. Quelle mer? Et quand vous faites des sondages ou vous posez des questions, c'est incroyable. Ils vous disent, la mer, c'est la mer Rouge. Il y a une fille qui vous dit, c'est la mer Noire, je crois. La rivière, c'est cette rivière près de Gaza. Ils n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Et franchement, dans toutes ces manifestations, il y a énormément de musulmans qui participent. Et eux, ils ont leur agenda. Mais ils arrivent à convaincre, surtout des jeunes qui disent, ou des gens qui sont très bons, parfois, mais très naïfs, qui disent, voilà, la Palestine doit être libre. De quelle Palestine il s'agit? Et si c'est de toute la Palestine, ça veut dire qu'Israël doit disparaître. Alors, ils ne savent pas. Et c'est pour cela que quand ça éclate, ça vous rend fou. Et maintenant, on vous accuse de génocide. Et j'ai fait énormément, j'ai fait 4 guerres de ma vie. Et vous devez savoir que l'armée d'Israël, nous avons tellement de lois et des ordonnances et des ordres. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ne pas entrer ici parce que vous pouvez toucher à des innocents. Ne pas employer ce genre de munitions ou ce genre de bombes. En effet, ce qu'il y a eu à Gaza, c'était des bombardements très massifs cette fois. Très massifs. À mon avis, un peu trop massifs. Parce que vous avez touché, on ne veut pas le dire, mais vous avez touché à beaucoup de gens de la société civile, bien que la grande partie des Palestiniens à Gaza sont pro-Hamas. Ils appuient le Hamas. Mais ça ne change pas du fait qu'ils sont des gens de non-combattants. Mais quand le Hamas se cache dans des maisons privées, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans tous les endroits qui sont sacrés à nos yeux, ne pas toucher. Bien sûr qu'il y a eu des cas très durs où il y a eu beaucoup de morts. Mais quand même aujourd'hui, quand on pénètre dans les tunnels à Gaza, ou maintenant à Canyones, on doit aller pas à pas et faire attention, ne pas tout à fait par hasard toucher ou tuer un otage. Et là, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui, sauf un cas particulier, de trouver et sauver un seul otage vivant. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le faire. Voilà, j'ai une question d'une lectrice qui est un peu la même. Est-ce que le Mossad est attentif à la déferlante antisémite mondiale? Je pense que c'est quelque chose qui inquiète énormément les Juifs français aujourd'hui et partout dans le monde. Est-ce que des services secrets s'emparent aussi de ces questions comme ça? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça les inquiète, pardon? Et pour rebondir aussi sur la question, est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi qui est que pendant 50 ans, le poids de l'histoire et de la légitimité de l'État après la Shoah à se créer a fait que il n'y avait pas de questions et qu'aujourd'hui les jeunes générations ont oublié les massacres de 39-45 et que finalement ils contestent la légitimité même de l'État d'Israël, ce qui est un tournant majeur, qui n'était pas, en tout cas en Occident, qui n'était pas contesté. Enfin, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette nouvelle génération qui a oublié l'histoire, qui a oublié pourquoi l'État d'Israël, sur quelle base il était créé, notamment sur la Shoah? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, à l'avenir, va être inquiétant et sur lequel les services de renseignement travaillent, étudient, les sociétés, au-delà de phénomènes woke ou d'actualité qui font que, ou la naïveté dont vous avez parlé, ou les agendas d'autres communautés qui instrumentalisent finalement la guerre? Écoutez, premièrement, je ne pense pas que c'est une affaire de services de renseignement. Et deuxièmement, notre action est une action amère à ce qui se passe, mais après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Est-ce que l'État d'Israël va disparaître? Est-ce qu'on va nous détruire? N'oubliez pas, l'État d'Israël est extrêmement fort. Notre force, même aujourd'hui, n'a pas été montrée au monde. Israël est un État très fort. Et nous sommes très contents d'être là-bas. On n'a pas peur de la légitimité ou de ce qu'une jeune génération de gens, de pauvres,
de jeunes bêtes étudiants bêtes en Amérique, et moi j'étais professeur aux États-Unis, à l'université, je rencontre les étudiants qui nous disent entre la rivière et la mer, et qui font toutes ces démonstrations. Écoutez, premièrement, ils vont grandir. Comme avait dit, je pense, Bernard Shaw, si vous étiez jeune et n'avez pas été communiste, vous n'avez jamais été jeune, et si vous devenez adulte et vous restez communiste, vous n'avez jamais grandi. N'est-ce pas? C'est la même chose. Ils le disent, ils le font, ils protestent, ils déchirent les photos des otages que nous sommes en train d'éparpiller partout. Mais au point de légitimité, ça ne nous gêne pas. Et comme vous voyez, tous les gouvernements des États, disons, du monde libre, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, et aussi de l'État de l'Europe de l'Est, et tous les gouvernements sont à nos côtés. Vous avez les jeunes et vous avez les gouvernements. Et ces gouvernements ont été il y a 20 ans, 30 ans, des jeunes gens, peut-être qui étaient beaucoup plus radicaux qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça ne nous gêne pas. Et regardez que l'Amérique s'est conduite cette fois beaucoup mieux. Et quand Macron a fait l'erreur de nous dire que nous sommes en train de tuer des femmes et des enfants, et Netanyahou l'a grondé tout de suite Macron téléphone à Herzog, qui est notre président, et lui dit, j'ai fait une erreur, c'est pas cela que je voulais dire, etc. Et je suis sûr que la France continue à appuyer Israël parce que, finalement, et nous l'avons dit plusieurs fois, peut-être que c'est pas agréable de l'entendre, mais nous avons dit, aujourd'hui, c'est nous, mais demain, c'est vous. Parce que vous avez l'islam fanatique. Je ne parle pas, j'ai plusieurs amis musulmans en France qui sont des gens formidables. Ce n'est pas eux, mais vous avez des petites minorités. Et vous connaissez la théorie de Lénine sur les petites minorités agissantes. Et c'est cela. Si vous avez partout l'islam extrémiste, fondamental, en France, en Belgique, en Angleterre, qui ne veut pas un État comme un État libre comme il est aujourd'hui, mais ils veulent une France qui sera en fait un État islamique, l'Espagne, la Hollande, où il y a déjà aujourd'hui plus de mosquées que d'églises. Alors ça, vous savez, l'image que j'ai vue, c'est une image d'Amérique. Et vous avez une photo d'un terroriste, ça veut dire d'un jeune qui manifeste, qui est habillé dans une uniforme du Hamas et qui grimpe sur la statue d'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique et qui lui met une keffia sur sa gorge. Il dit voilà, ça c'est M. Benjamin Franklin qui devient aujourd'hui un chef islamiste. Il vous montre ce qu'ils veulent obtenir. Ce n'est pas la majorité, c'est une petite minorité, mais une minorité très convaincue et très forte. Mais justement, j'ai une dernière question parce que l'heure tourne un de nos lecteurs. Existe-t-il encore une élite palestinienne modérée avec laquelle il semble possible de manière constructive de discuter? Je pense que oui. Je pense que, premièrement, il y a des Palestiniens modérés en Cisjordanie qui sont des gens formidables. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, écoutez, la grande majorité ne nous aime pas. Nous devons comprendre. Nous ne devons pas chercher pour cette génération de l'amour du côté des Palestiniens. Parce qu'ils se sentent des victimes. Ils sentent qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Les Palestiniens, ils sont des fils ou des petits-fils, mais quand même, ils sont des enfants, des gens qui ont perdu tout avec la création de l'État d'Israël. Ce que nous devons chercher, c'est trouver un moyen de coexister. Parce que nous sommes coincés, nous et eux. On est là tous les deux. Et on ne peut pas se lever un matin et d'un coup d'une baguette magique, il n'y aura plus de Palestiniens. Ou bien il n'y a plus de Juifs. Nous sommes tous les deux là. On doit trouver un moyen de coexister. L'amour, l'amitié va venir plus tard.
Alors même ces Palestiniens qui ne nous aiment pas, et même qui nous haïssent, mais qui sont beaucoup plus, disons, logiques et savent qu'est-ce qu'on peut obtenir, je pense qu'avec eux, on peut arriver à une solution qui ne va pas plaire à personne, ni à eux, ni à nous, mais quand même, on va trouver le moyen d'être côté à côté. Et ça, c'est la chose. Bah, écoutez, je pense que c'est une belle conclusion, en tout cas optimiste, qui va sûrement faire plaisir à nos lecteurs, à nos lectrices. Encore une fois, mille merci, cher Michel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, merci Romain d'avoir animé ce webinaire avec nous. Bon courage à vous en Israël et effectivement, l'État est fort aussi de cette vision positive qu'il a et de ce sursaut vital qui se renouvelle à chaque fois. Donc, je voudrais juste, avant de finir, citer ce livre qui est sorti il y a un mois, une coédition du Point et de Flammarion. Et c'est tout le travail de la rédaction du Point, des envoyés spéciaux qui ont couvert en Israël ce pogrom au XXIe siècle, Israël 7 octobre 2023, avec donc l'ensemble de nos journalistes et une très belle postface aussi de Kamel Daoud. C'est coédité chez Flammarion et Le Point, et ça, c'est une grande partie du travail qui a été fait par la rédaction du Point sur place en Israël au mois d'octobre. Merci à tous, merci à nos lecteurs, merci à nos lectrices d'avoir été si nombreux à nous suivre aujourd'hui pour ce webinaire spécial autour de vous, chers invités. Et merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.